Le grand oral continue. Rebonsoir avec Bérangère Bon. Bonsoir, ravi de vous accueillir sur ce grand oral. Alors, pour percer les mystères et les ambitions d'un homme politique que tout le monde connaît dans le paysage, donc en fait on connaît peu, qui s'appelle simplement Gabriel Attal, donc pour le nommer, ancien Premier ministre, aujourd'hui patron du parti Renaissance, macroniste, on va dire symbolique de la première heure ou pas, vous nous le direz. Le livre s'appelle L'Ange exterminateur, tout un programme. Pourquoi ce titre? Ça vient résumer une ambiguïté que vous avez perçue, des révélations? Il y avait deux histoires possibles à raconter. Il y a ce jeune homme politique qu'on voit, qui fait des selfies, qui dégaine des mesures souvent assez simples. J'ai pas dit simplistes, mais simples, en tout cas limpides, facilement compréhensibles, et puis qui a une communication très fluide et très moderne, faite de réseaux sociaux, etc. Gentil garçon. Gendre idéal, ses électeurs, ses électrices, les plus âgés notamment, l'adorent. Et moi, c'est jamais aussi simple que ça. Enfin, bon. Et je découvre un homme un tueur, d'une dureté incroyable, entouré de tueurs, et qui, avec ce petit entourage, décide par moment d'exécuter presque des adversaires. Et je raconte comment, après le Covid, il prépare avec son équipe très rapprochée une émission de C'est à vous de France 5 face à Philippe Juvin. Et il a des urgences à l'hôpital Pompidou, c'est ça, également élu local dans le 92, et qui avait été très critique sur la gestion du Covid du gouvernement pendant le Covid, mais qu'il désosse sur place en fait, en pointant les contradictions. En gros, son équipe s'est occupée de revisionner toutes les émissions que Philippe Juvin a fait. Au point les contradictions. Voilà. C'est montrer la détermination, ça que vous dites. C'est ça. C'est une organisation militaire pour un adversaire politique, alors qui est localement important pour lui, parce que c'est les Hauts-de-Seine. Nationalement ne représente pas un danger. Est-ce que ça valait de se déchaîner comme ça? Dans cet ouvrage, vous explorez les coulisses, l'ascension politique hors norme de celui qui est devenu quand même à 34 ans le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République. Vous retracez donc une vie, on a le sentiment, entièrement consacrée à son ambition. Il devient l'un des visages les plus influents du macronisme. Alors, plus influent ou dernier visage du macronisme? Qu'est-ce qui peut se passer Est-ce que Sébastien Lecornu est encore un visage du macronisme? Qu'est-ce qu'il incarne? En tout cas, quand même, voilà, Gabriel Attal, peut-être, était plus identifié que n'a pu l'être le Cornu, parce qu'il était quand même plus symbolique de ce point de vue-là. Avec lui, on passe à autre chose après, ou il va tenter de poursuivre? C'est la complexité de sa position actuelle, en fait. Et depuis qu'il a quitté Matignon il y a un peu plus d'un an. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, pendant un certain nombre de mois, il a hésité à ouvertement tuer le père de façon trop visible. Il peut pas s'affranchir du bilan de la Macronie comme ça. On voit bien sa gêne autour du sujet des retraites toutes ces dernières semaines. C'est très clair que les troupes macronistes étaient chagrinées par l'idée de suspendre cette réforme des retraites. Lui-même évitait clairement le sujet pour se planquer, et on l'a bien tous observé. Maintenant, s'il veut quand même avoir un avenir dans tout ça, la Macronie étant aujourd'hui, disons-le, en lambeaux, il faut bien qu'il avance vers quelque chose d'autre. Et c'est là où on arrive aux limites du personnage. Est-ce que l'atalisme est possible? Le macronisme, on a cru que... Mais est-ce que un atalisme est possible? Mais moi, je ne sais pas ce que c'est, l'atalisme. Et lui-même ne le sait pas bien encore. Si ce n'est un très grand pragmatisme, si ce n'est beaucoup d'opportunisme. Mais il n'y a pas de charpente idéologique chez Gabriel Attal. Claire, en tout cas. Et c'est d'ailleurs ça qui m'intéressait. On est dans une génération qui est peut-être comme ça. Et en tout cas, des très jeunes hommes politiques, ou femmes, mais en l'occurrence, c'est surtout des hommes auxquels je pense, c'est un peu le profil Bardella aussi. C'est-à-dire une charpente idéologique
qui pourrait l'amener à droite, à gauche. J'ai eu des longs échanges avec lui sur la raison pour laquelle, quand il est étudiant à Sciences Po, il va plutôt vers le PS que vers la droite. Et il justifie son virage à gauche par des arguments de droite, par la liberté d'entreprendre, par le régalien. Et je lui dis, mais vous vous rendez compte que vous justifiez cette adhésion au PS par des arguments de droite? Il me dit, bah oui, mais ça c'est... et il n'a pas réellement d'arguments pour ça. Oui, il disait aussi au cours du premier mandat, en fait, on a changé d'électorat en cours de mandat. C'est-à-dire qu'il y a aussi le fait d'assumer, de s'adapter à un électorat qui était beaucoup plus prégnant aux idées de droite. Donc, on se met en phase avec l'électorat. C'est ce qu'il avait l'air de dire aussi. Bon, c'est toute la complexité aussi, pour le coup, du macronisme, qui est un agglomérat de positions, et ce qui rend ce parti difficile à gérer, d'ailleurs, aussi. Enfin, qui fait que, sans doute, on risque, c'est ce que disent beaucoup tous les observateurs, les sondeurs notamment, qu'on risque de revenir à une logique de clivage et de partage et de droite-gauche en sortant de la Macronie. Gabriel Attal sera un homme, on apprend dans votre enquête, qui ne manifeste jamais de reconnaissance vis-à-vis de qui que ce soit, sauf à l'égard de sa famille, en particulier donc, de sa mère Marika. Bon, là, ça veut dire quoi aussi? Vous décelez une difficulté au fond à fédérer, à créer de l'adhésion, à faire que au fond on puisse avoir une relation avec le personnage, parce que c'est vrai que lorsqu'on lit votre livre, votre enquête, on se dit c'est difficile. Comment établir un lien avec les Français quand on est dans cette logique-là? Il dissocie, et c'est sans doute une de ses faiblesses aussi, le fait de constituer un entourage fidèle, ce qui va être indispensable s'il se rêve un avenir présidentiel, et un lien direct avec les Français. Il est convaincu, et sa petite équipe rapprochée est convaincue, que ce lien avec les Français direct sur le terrain est unique, et que ça suffira. Si vous regardez son entourage, il n'y a pas grand monde autour de Gabriel Attal. Il n'y a pas beaucoup de fidèles. Il y a sa petite équipe rapprochée, un directeur de cabinet, Maxime Cordier. Les commandos, voilà, quoi, on va dire. Hein. Le commando, les fameux qu'on appelle les Power Rangers, qu'il appelle lui les Power Rangers, qui eux sont dévoués corps et âme, qui, quand je leur demande, ils vous remercient, vous, et ils se regardent tous gênés, et puis non, ils conviennent qu'ils ne remercient pas, qu'il a hérité ça de Marisol Touraine. Enfin, oui, qui ne remerciait jamais personne. Qui ne remerciait jamais personne, ok, est-ce que ça suffit? Enfin, c'est comme ça. Et ça, oui. Ils prétendent que ça n'est pas un souci. La dureté dont on parlait au début de cet entretien a commencé quand même à faire le ménage. Et objectivement, ça manque de soutien, tout simplement, puis ça manque de cerveau, pardon, de gens qui vont l'aider à avancer. Même pas forcément des mentors qui seraient plus âgés ou qui auraient plus de bouteilles, mais même de sa génération. Il n'y a pas une capacité de se projeter et d'imaginer un projet très, très riche. Alors c'est aussi une autre impression, quand on lit ce livre, c'est une impression de rupture aussi un peu avec ce qui fait les vocations politiques qu'on a pu aussi connaître par le passé, quand on a aussi regardé des êtres jeunes qui ont avancé ensuite dans leur ambition et dans leur responsabilité. Et on se demande au fond, mais qu'est-ce qui le pousse à entrer en politique ? Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a, si on part dans un aspect un peu psy, un peu psychanalytique même, il y a... dans un aspect biographique, c'est pas illégitime. Il y a quelque chose qui est lié à la relation à son père, qui est aujourd'hui décédé, qui était un homme flamboyant, qui était un homme qui brûlait un peu la vie par tous les bouts, mais tous les gens qui l'ont connu, et depuis que le livre est sorti, plusieurs sont venus m'en parler à nouveau et confortent ce portrait d'un personnage très cultivé, qui était au départ avocat et qui bascule dans la production audiovisuelle, avec lequel il a eu des relations compliquées. Les parents se séparent très tôt. Et n'aime pas qu'on dise ça, mais c'est un fait, le papa supportait mal l'homosexualité de son fils. Et il y a quelque chose d'une revanche que son père ne verra jamais, mais qui est importante. Il y a quelque chose à approuver. Et son père était passionné de politique aussi, d'actualité, de cinéma et de politique. Voilà, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis il y a sans doute son moteur à lui,
c'est d'agir. Alors, vous vous souvenez, la gauche en 81, c'était changer la vie. Il y a quelque chose de ça, mais c'est pas changer la vie avec une idéologie assez clairement identifiée. C'est changer la vie, on a l'impression, quel que soit le sens. Donc, il a une capacité à sentir l'air du temps, et donc il arrive au ministère de l'Éducation. Il ne va pas s'occuper directement ni des profs, ni des programmes, ni des élèves, ni des classes. Il entend, il comprend qu'il y a un sujet qui existe sur l'abaya. Et donc il fait une loi, il fait une circulaire que revêt beaucoup d'écolières et étudiantes qui devenait un problème musulmanes. Qui devenait un problème pour un certain nombre de chefs d'établissement. Donc il fait une circulaire sur l'abaya. Et c'est son principal bilan. Alors, il n'est pas resté longtemps. Mais je minimise pas du tout. Il a voulu en faire ensuite l'alpha et l'oméga d'un volontarisme et d'une capacité à régler les problèmes. Or, les problèmes n'ont pas été réglés. L'abaya a été interdite, certes, mais les problèmes n'ont pas été réglés. Alors, ce genre d'enquête, quand vous travaillez pendant 1 an et demi, consiste aussi à penser contre soi-même. Moi, j'avais cette idée-là. Je vais être honnête. Oui. Force est constater que recteurs d'académie que j'ai interrogés notamment disent franchement le souci dans les établissements avec des chefs d'établissement qui ne savaient plus comment gérer le truc, il pouvait y avoir qu'un seul cas, ça semait vraiment la zizanie dans l'établissement, ça a disparu. On n'a quasiment plus de cas de ce type-là. Dont acte. Donc sur le sujet de l'abaya, bien sûr, le dossier, mais j'entends sur l'ensemble des problématiques, laïcité, positionnement de ce point de vue-là. En dehors de l'école, vous voulez dire? Non, dans le sujet de l'école. Dans l'école, en tout cas, ça se cristallisait notamment sur ces sujets-là. Bon. Voilà. Mais le sujet d'éducation plus global, les tentatives de choc des savoirs, d'uniforme, et surtout les questions centrales d'effectifs, d'enseignants devant chaque élève, de programmes, les classements PISA où la France est en dessous de tout, on n'a pas le sentiment que ça a été une priorité. Parce qu'il n'a pas eu le temps non plus aussi. Il n'a pas eu le temps, très mais rapide, la priorité dans les premiers jours, ça a été l'abaya. Est-ce que c'était vraiment ça, l'urgence de l'éducation nationale? Parce que c'est ce que j'allais vous dire. En fait, on suit aussi un homme de son temps qui pense la politique à travers la communication. À travers des coups. C'est un coup. L'abaya, c'est un coup. C'est des coups, mais si on revient avec l'analogie de 81, c'est des grands projets sociaux, c'est le temps de travail, et c'est des grandes réformes. Enfin, c'est des grandes masses, c'est des grandes évolutions. C'est la peine de mort, c'est tout ce qu'on veut. Là, on est vraiment purement dans des coups. Et qui peuvent l'amener à changer de posture selon ce qu'il sent d'une époque. Il peut critiquer très fortement Marine Le Pen qui veut interdire le voile dans l'espace public au moment de la présidentielle de 2022 en expliquant que les policiers ont autre chose à faire que de courir derrière une jeune fille pour lui demander son âge. Et qu'est-ce qu'il fait il y a 6 mois ? Il prône exactement la même chose, l'interdiction du voile pour les jeunes filles. Et on a cet échange dans la préparation dans les entretiens que j'ai eus avec lui pour le livre. Et je lui dis mais vous vous rendez compte de la contradiction? Mais ça n'a rien à voir. Je dis mais ça a tout à voir. Il y a 3 ans, vous dites les policiers ont autre chose à faire que d'aller interroger une jeune fille pour savoir son âge et vérifier ses papiers et lui enlever son voile. Là, c'est exactement ce que vous prenez. Enfin, et on pourrait dire la même chose des retraites. Quand il est à Sciences Po, il critique Nicolas Sarkozy qui a fait... Donc il est encarté au PS à l'époque. Oui. Donc il critique Nicolas Sarkozy qui a fait basculer l'âge de la retraite de 60 à 62 ans. Il y a encore 6 mois, il s'accroche aux 64 ans. Puis là, aujourd'hui, tout d'un coup, manifestement, ils ont trouvé autre chose dans son équipe, un système de capitalisation sans âge. Sans âge, oui. Alors, on a le droit de changer d'avis, oui, on a le droit à tout ce qu'on veut, on a le droit, mais encore faut-il pouvoir l'expliquer comme tel. Or, c'est pas le cas. Là, c'est un nouveau coup. Vous l'avez approché, donc évidemment, à plusieurs reprises et de près donc, pour cet entretien. Il vous donne le sentiment, effectivement, d'accepter la contradiction, d'apprécier le fait qu'on aille mettre je dirais, faire frotter, comme on dit, les idées, ou c'est compliqué pour lui de voir qu'on est en train de décortiquer le spectacle?
J'ai fait le même exercice, c'est la 4e biographie que je fais, la 3e de Premier ministre d'Emmanuel Macron. Donc clairement, personne n'a envie qu'on aille regarder son parcours. Et sous le capot, là où on a planqué 2-3 trucs. Et ça, je peux le comprendre. Mais enfin, quand on est Premier ministre... on est soumis à cet exercice oui, c'est-à-dire que c'est bien aussi d'être un peu au clair avec son parcours. Et après tout, il ne devrait pas y avoir de problème. Manifestement, sans doute que c'est l'exercice le plus difficile que j'ai fait avec lui. Quel problème que vous avez dans un rapport à la réalité, par exemple, qu'on n'a pas toujours envie de faire connaître? Il y a un énorme sujet autour de son diplôme à Sciences Po. Quel est-il? C'est quand j'ai passé 1 an et demi à faire cette enquête. Je crois que j'ai dû demander 15 fois à lui, à son entourage, de visu, à pouvoir consulter ses archives, son dossier scolaire à Sciences Po. Ce qui est la règle, je l'avais fait avec Édouard Philippe. Ça ne devrait pas poser de problème. A priori, il a terminé. Sauf qu'il y a un doute sur la fin de ses 5 années de Sciences Po. Il n'a pas fait la dernière année parce qu'il était déjà au cabinet de Marisol Touraine. Soit. Mais au moment où il entre à Matignon, il se débrouille pour qu'on retienne que... il ne produit jamais le diplôme. Qu'on retienne qu'il a été diplômé. Je dis, laissez-moi juste accéder au dossier. Alors, il finit par me dire, j'aimerais bien jeter un œil avant. Je dis, pas de problème, moi jeter un œil avant. Voilà, je veux juste voir. Et puis, dans le money time, comme on dit, au moment de rendre le manuscrit, j'en suis encore là, au bout d'1 an et demi. Je lui dis, bon, écoutez, ça suffit, maintenant, ça fait 1 an et demi. Donc, soit vous me dites oui tout de suite, j'y vais, soit à la fin de la semaine, si je n'ai pas de nouvelles, je considérerais que l'idée d'un diplôme arrangé, qu'on m'a beaucoup raconté, est la bonne. Ils me disent, on revient vers vous. Et évidemment, le vendredi soir, fin de journée, je reçois une lettre de Sciences Po qu'ils me font parvenir, qui est une lettre qui date de la fin de la 5e année d'études, qui l'autorise à réaliser différemment, à arranger sa dernière année de scolarité qu'il n'a pas faite, avec un mémoire d'économie, un mémoire de droit, un cours d'économie et une certification en langue. Je dis très bien. Écoutez, merci pour cette première réponse. Est-ce que je pourrais avoir accès au mémoire et au relevé final, qu'on puisse clore le sujet, ou à une délibération qui me montre avec une date de diplomation. Et là, je reçois des insultes. On m'accuse de ramasser toutes les boules puantes qui traînent. Moi, j'ai compris qu'il avait probablement, et c'est pas un drame, fait peut-être demander un coup de main à l'administration pour rédiger ce mémoire. Pourquoi pas? Quand on veut être président de la République ou candidat, il vaut mieux régler tous ces doutes-là. Il y a quand même un rapport. Et juste dernière chose, sur le rapport à la réalité, il n'est donc pas diplômé quand il rentre chez Marisol Touraine. Quelques mois plus tard, il dit l'inverse dans une interview. C'est dit, noir sur blanc. J'ai été diplômé juste quand elle est devenue ministre. Donc c'était pratique. Ben non, en fait, il est diplômé 1 an et demi après. Alors on pourrait dire que c'est anecdotique. Mais c'est quand même très étrange. C'est en tout cas symptomatique, effectivement, comme vous dites, d'un rapport à la réalité. Aussi, avec Gabriel Attal, c'est aussi maintenant l'histoire d'une rupture. Il a été le plus proche d'Emmanuel Macron, pratiquement considéré comme étant son clone. Il le nomme à Matignon. On a le sentiment que, et c'est ce qu'on comprend à travers votre livre, qu'au fond, Emmanuel Macron le nomme à Matignon pour lui briser les ailes, pour l'instrumentaliser. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi a-t-il été nommé et pourquoi a-t-il été accepté? Parce qu'il est lucide sur sa nomination. Il est totalement lucide, il le dit à son équipe. Ce sera notre tombeau. Ça peut être notre tombeau. Simplement, est-ce qu'on refuse Matignon? J'en suis pas sûre. Et surtout, c'est Jean-Christophe Cambadélis qui a... ancien premier secrétaire du PS. Ancien premier secrétaire du PS. Baron noir du PS, qui est invité, un peu en grand secret, au bout de quelques semaines de la présence de ce cabinet à Matignon, invité à venir discuter avec le cabinet de l'avenir de Gabriel Attal. En gros, en quelques semaines, ils ont déjà eu une grosse crise agricole, il y a du boulot. Non, l'urgence pour le cabinet de Gabriel Attal, c'est de faire venir Jean-Christophe Cambadélis pour lui demander quel est son avenir pour l'Élysée ou quel est son avenir pour la mairie de Paris. Et Cambadélis leur dit, mais il me semblait que vous aviez un deal avec Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, certes, il lui a pris sa jeunesse, mais il en a fait un homme politique pour les 40 prochaines années. Ça s'appelle un deal. Donc, respectez le deal. Là, vous êtes à Matignon, occupez-vous de Matignon. C'est quand même insensé. C'est savoureux, c'est vrai, d'entendre ça dans la bouche de Cambadélis, qui est pas... voilà, je dis, Baron Noir,
et qui leur dit non, c'est pas ça le deal. Donc, certes, il aspire sa popularité, il en avait besoin, Emmanuel Macron. C'était une situation difficile. Il a espéré pouvoir profiter de cet élan, de ce souffle nouveau, de cette jeunesse. Mais il dissout sans prévenir. C'était un formidable communicant. Et il le casse de ce point de vue-là. Et c'est là la colère jamais, au fond, apaisée. Jamais digérée. Mais quand on prend le temps de regarder la relation qui a été la leur et la façon dont le cabinet Attal a fonctionné vis-à-vis de l'Élysée, certes, Emmanuel Macron fait une mauvaise manière en dissolvant comme ça en été, mais dès le début... ça se passait mal. Ils jouent leur partition quand même entre eux. Ils jouent la partition de Gabriel Attal, le futur héros de la Macronie ou de la classe politique française. Alors il y a quand même, même si vous dites qu'il y a un rapport à la réalité ou à la sincérité qui parfois peut être aléatoire, il y a quand même un sujet sur lequel il a été très impliqué, c'est... la montée en grade, la réhabilitation en grade du capitaine Dreyfus. Là aussi, il y a un résultat qui est notable. Il a participé à cette élévation en grade, maintenant de général, mais ça raconte aussi une autre histoire politique. C'est aussi l'affrontement encore avec Macron. Mais oui, et ça a mis à l'Élysée, le cabinet du président de la République était furibard, parce que c'est élevé... un militaire à titre posthume en plus, c'est une prérogative présidentielle dans laquelle vient se glisser Gabriel Attal. Je ne peux pas croire qu'il ne le savait pas ou qu'il ne l'avait pas imaginé. Alors, il fait mine de s'en offusquer, justement le fait que l'Élysée soit en colère. Il dit mais vous vous rendez compte, même ça je ne peux pas le faire. C'était pile un an après les dissolutions et il se fait rabrouer, il se prend un SMS incendiaire de Bruno Roger-Petit, conseiller du président de la République. C'est de fait une prérogative présidentielle. De fait, quelques temps après que Gabriel Attal ait déposé cette proposition de loi, l'Élysée a décidé d'instaurer tous les 12 juillet une journée du souvenir. Voilà. Pardon, mais pour moi, c'est aussi un coup. Alors, c'est comme la baya, en fait. Personne ne va être contre. Encore que on peut discuter d'un aspect, de cette façon, après tout, d'oublier les horreurs qu'a subi le capitaine Dreyfus. Et maintenant qu'on l'appellera général, finalement, dans quelques générations, se souviendra-t-on de la responsabilité de la France dans tout ça. Absolument. Ça peut se débattre aussi. Mais il s'est dit, voilà, tout le monde me retiendra que Gabriel Attal a décidé qu'on ne dirait plus le capitaine Dreyfus, mais le général. Vous avez enquêté au fond sur 3 premiers ministres de la Macronie, Édouard Philippe, Elisabeth Borne, Gabriel Attal maintenant. Qu'est-ce qu'ils disent de cette presque décennie Macron maintenant, ces 3 premiers ministres? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils racontent? Ils racontent un management quand même... un piètre manager, disons les choses comme ça. Il raconte aussi ce qu'est la Macronie, c'est-à-dire Édouard Philippe, qu'il est allé chercher quand même au centre droit, Elisabeth Borne, qu'il est allé chercher un peu plus à gauche, même si là aussi la charpente idéologique, étrangement, c'est pas du tout le même parcours que Gabriel Attal. Pas du tout. C'est une chef d'entreprise, elle a eu beaucoup de fonctions, technocrate, polytechnicienne, préfète, etc. Et elle arrive à Matignon à presque 60 ans, là où Gabriel Attal y arrive à 34. Donc c'est pas du tout pareil. Mais c'est quand même pas du tout le même positionnement qu'Édouard Philippe. Et puis là, Gabriel Attal, qui est avant tout un communicant, donc il tente une nouvelle cartouche, et dans les 3 cas, ça se passe pas bien. Alors vous me direz, dans l'histoire de la Ve République, ça se passe jamais très bien. C'est un peu le métier du président de la République de pas faire la vie facile à son Premier ministre. Si on continue à observer ce qu'il est en train de faire, le président de la République avec son Premier ministre, Sébastien Lecornu, il y a des institutions dans ce pays, et il y a un président qui doit présider et un gouvernement qui doit gouverner, un Premier ministre qui doit gouverner. C'est clair que Gabriel Attal encore une fois, a joué sa carte personnelle très tôt, très vite.
mais le président de la République lui a sans doute pas laissé faire son travail comme il aurait pu le faire, et comme il aurait pu en rêver en tout cas. Et c'est quelque chose qui est assez qu'on retrouve dans les trois personnages que moi j'ai explorés. Voilà, bon, on pourrait, je pense que et on a un autre moment, effectivement, les historiens politiques se pencheront sur cette période-là, mais on a un autre moment aussi très, très puissant, c'est au fond la passation de pouvoir entre le plus jeune Premier ministre de la Ve République avec le plus âgé, Michel Barnier, après la dissolution, et là, c'est au fond un choc des mondes, choc des pratiques, choc des approches, puisque vous avez un Michel Barnier qui fait la leçon politique sur le perron de Matignon à Gabriel Attal, en appuyant là où ça fait mal, c'est-à-dire sur la frustration d'avoir été que 8 mois à Matignon et la prétention de lui apporter des enseignements. Il se joue de lui à ce moment-là. Mais est-ce que c'est pas aussi là, au fond, le drame de la Macronie qui a voulu s'affranchir de tous les codes politiques et qui finalement est rattrapé par l'ancien monde? L'ancien monde... Qui a de l'avenir. Oui, qui a de l'avenir, mais qui est déjà, vous voyez, on est déjà repassé à une génération plus jeune. En tout cas, dans cet instant-là, oui, vous avez raison. Bérangère Bond, merci beaucoup d'avoir parlé de L'Ange exterminateur, publié donc aux éditions L'Archipel. À très bientôt pour un nouveau numéro du Grand Oral.